Au sommaire, l'installation du président du Conseil supérieur de la communication ce matin en présence du Premier ministre. Aziz Bamoro va en guerre contre le terrorisme, le discours haineux et la désinformation. Images et commentaires de son installation dans cette édition. Et dans cette édition, visite du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme aux acteurs et techniciens du 7e art. À pied d'œuvre pour la 28e édition du FESPACO, ils peuvent compter sur le soutien du ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo qui a fait le tour de quelques plateaux de tournage de films pour s'enquérir de la réalité. Le point de la visite dans cette édition. Nous recevons dans ce 13h le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. La raison de sa présence sur ce plateau dans un instant. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la RTB. Avant de développer ces titres, ce communiqué, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso et voudrait porter à la connaissance que Madame Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. Elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même, 23 décembre 2022. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie le bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa considération distinguée. Voilà, et comme annoncé en titre, nous recevons avec nous sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Voilà, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Merci beaucoup. Et tout d'abord, nos remerciements pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer justement et tous les contours que revêt justement cette décision et qui a été validée par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Et effectivement, cette affaire a cours il y a de cela quelques mois, et parce que Mme Barbara Manzi, qui est la coordonnatrice du système des Nations Unies, et qui a en son sein 33 agences au niveau national et même au niveau délocalisé, et nous a fait l'approche pour déplorer le contexte sécuritaire préoccupant au niveau du Burkina Faso. Et en fait, elle a mis le focus sur Ouagadougou, où d'ailleurs elle réside et où la plupart des agences aussi sont résidentes. Et à l'occasion, il y a de cela 2 semaines, je lui ai posé la question de savoir quels étaient les indicateurs qu'elle avait par devant elle, et qu'en la matière, l'approche serait de mettre tout sur papier, qu'elle nous transmette un écrit officiel du système des Nations Unies avec un justificatif que nous allons juger valable ou pas. Et suite à cela, on pourrait déclarer cette situation-là et permettre à ce que les familles puissent quitter Ouagadougou. Et à l'occasion, non seulement elle a marqué un refus de nous transmettre un écrit, et au-delà, elle a décidé unilatéralement de prendre cette décision. Et lors des échanges, elle n'a pas manqué de relever le fait qu'elle a des sources, qu'elle a des informations de sources sûres, sans vouloir décliner ces sources. Et les indicateurs aussi, elle a failli à ce niveau parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun indicateur qui prouve que Ouagadougou est invivable, d'autant plus qu'elle-même est île-vie. Et suite à cela, il y a 2 jours, on a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York qui nous fait cas d'un appel téléphonique du secrétaire général adjoint chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso et pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies de Ouagadougou pour raisons sécuritaires.
Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrelatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer Madame Barbara persona non grata au Burkina Faso. Et je puis vous rassurer qu'au-delà de ces faits, il nous était revenu que Madame Barbara, justement, prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécuritaire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et qu'en la matière, les Nations Unies devraient se constituer en structure de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois. Et Mme Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légion parce qu'elle va à Djibo et revient comme elle le veut. Alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Et en plus de cela, elle interdit aux différents représentants des agences, les 33 agences, de s'afficher avec nous. Donc, elle doit constituer le canal privilégié, alors qu'en la matière, ce sont des agents spécialisés qui devraient avoir des contacts directs avec les différents départements ministériels, ce qui n'est pas le cas. Et c'est sur son interdiction. Et Mme Barbara, pour votre gouvernement, a fait des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme la Syrie, comme le Soudan. Et de ses propres propos, à mon endroit, elle m'a dit que partout où elle passait dans ces pays, et une décision au plus haut sommet ne pouvait se prendre sans elle, sa validation. C'est ce qu'elle a voulu faire au Burkina et qui a rencontré un refus. Donc c'est autant de faits qui ont fait que nous avons décidé de déclarer Mme Barbara Manzi persona non grata. Et au-delà, même la procédure a été foulée aux pieds parce que la mission annoncée devrait être là et justement pour constater la situation et prendre les décisions idoines en la matière. Mais là, vous nous déclarez pays sans famille et la mission doit venir après. Donc nous trouvons que c'est inconcevable et nous devons prendre nos responsabilités. Parce qu'en la matière, même c'est jeter le discrédit sur le pays et décourager de potentiels investisseurs. Donc c'est même ternir l'image du pays. Donc voilà pourquoi nous avons pris cette décision de déclarer Mme Barbara. Quelle est justement la portée de cette décision? Et justement, la portée, je voudrais tout d'abord que les citoyens burkinabés puissent faire la différence entre la personne de Mme Barbara Manzi et les Nations Unies. Voilà, parce que, comme je l'ai relevé tantôt, c'est l'individu, en fait, qui n'est pas en phase avec la vision du moment au Burkina Faso. C'est l'intéressé qui, dans l'exercice de ses fonctions, est en porte-à-faux avec les règles élémentaires en la matière. Et sinon, nous gardons toujours une très bonne coopération avec les Nations Unies, qui constitue une entité de référence, avec en son sein 33 agences spécialisées et qui portent sur des secteurs sociaux et avec lesquels nous collaborons. Donc, à ce niveau, c'est des éclaircissements qu'il faille avoir. Merci, Madame Olivia Kwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci. Et dans la suite de cette édition, direction Conseil supérieur de la communication qui reprend officiellement de service ce 23 décembre. Son nouveau président est installé ce matin en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, de même que des présidents d'institutions. Aziz Bamogo s'engage sur le chantier de la lutte contre le terrorisme, les discours haineux et la désinformation. Draman Guéné. Fin de la léthargie au CSE, le Conseil supérieur de la communication. Aziz Bamogo, officiellement installé ce matin en présence du Premier ministre. Le 6e président du Conseil supérieur de la communication
remet ainsi en selle l'organe de régulation après plusieurs mois de vie sans organe délibérant. Nous avons été beaucoup peinés par ce moment de léthargie de notre institution. Mais grâce à vos prières et au soutien de tous, désormais, l'institution a un président. Son collège siège valablement. La régulation tant attendue de la communication au public se fait conformément à nos textes. La crise est derrière nous. Nous sommes désormais résolument tournés vers l'avenir. Nous rendons grâce. Et c'est pourquoi vous me permettrez, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, pour son intervention salutaire qui remet en selle l'institution en charge de la régulation de la communication au public dans notre pays. Le Conseil supérieur de la communication renaît ainsi de ses cendres. Les défis sont énormes. Le nouveau président dresse deux grands chantiers urgents. La communication lors des élections à venir et la lutte contre la désinformation et les discours haineux. Celui de mettre la responsabilité sociale au cœur de l'activité de nos médias et celui de développer une presse professionnelle forte, capable de contrebalancer les opérations de désinformation et les discours de haine particulièrement virulents sur les plateformes numériques. La responsabilité sociale des médias est un impératif qu'impose le contexte de fragilité politique et de défis sécuritaires. Accompagnons le renforcement des capacités de nos médias professionnels et leur contribution à relever les défis de notre pays. Veillons, traitons les manquements, favorisons le développement d'une presse forte, véritablement professionnelle et responsable. Il y a des limites et nous devons travailler à les combler. Nous devons mettre définitivement l'instance de régulation de la communication à l'abri des aléas politiques. Des réformes sont donc nécessaires, car dans le contexte actuel de crise sécuritaire et de tensions sociales, le rôle de l'instance de régulation de la communication est davantage accru. Aziz Bamogo a intégré le collège des conseillers en 2018 au titre des associations professionnelles des médias et de la communication. Jusqu'à la crise, il était vice-président et président par intérim du Conseil supérieur de la communication. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a échangé ce matin avec les directeurs régionaux et provinciaux de son département. Jean-Emmanuel Ouedraogo a décliné la feuille de route de son ministère et recueilli les suggestions et préoccupations des services déconcentrés. Compte rendu de Rasmani Zondi et Isia Kanana. Une prise de contact. Cette rencontre entre le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et les directeurs régionaux et provinciaux de son département se veut un cadre d'échange direct et franc. Certains dialogues voulus par Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour non seulement échanger sur la vie de son département, mais surtout décliner les grandes orientations de la feuille de route à lui confier. Une tribune pour recueillir également les préoccupations de ses services déconcentrés. Toutes les directions ne sont pas logés dans un bâtiment administratif. Et certains y sont logés, mais ils n'ont pas assez d'espace pour fonctionner correctement. Il y a aussi les problèmes de moyens roulants qui se posent. Beaucoup n'ont pas de véhicules, et ce qui ne facilite vraiment pas le travail. L'autre problème, c'est en réalité les questions du budget. Le budget est statique. Il y a vraiment de sérieuses difficultés entre les DP et les DR, parce que les DP4 pensent que les directeurs s'arrogent tout le budget, quoi qu'ils savent ce qu'il y a dedans. À ces préoccupations soulevées par ses collaborateurs au niveau déconcentré, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme prend note et promet une amélioration dans les limites des marges de manœuvre de son département. Des directeurs régionaux et provinciaux à qui il exhorte à la résilience. Il faut qu'on fasse tomber les murs et les cloisons. Sinon, quels que soient les moyens qu'on va avoir, ça va être difficile. C'est le même ministère. Donc sur le terrain, il faut que vous renforciez cet esprit de collaboration au quotidien. C'est la seule solution pour qu'on puisse être le plus efficace possible. C'est la même mission que nous devons accomplir aujourd'hui. Comme je l'ai dit en introduction, on attend beaucoup de notre ministère. On ne peut pas sortir de cette situation sans la forte implication de façon efficace de la communication,
sans s'appuyer sur nos ressorts culturels. Et je pense que les premiers VDP sur ces deux questions-là, c'est vous. Ce sont les DR et ce sont les DP. Donc, il faut l'esprit d'initiative, l'esprit de collaboration. Et bien souvent, cet esprit d'initiative sur le terrain vous permettra d'avoir des solutions rien que dans la réorganisation, rien que dans la capacité d'aller au contact d'autres acteurs extérieurs pour pouvoir résoudre rapidement certains problèmes. La culture et la communication jouent un rôle prépondérant dans la résolution des crises, conviction du ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a donc un grand rôle dans la sensibilisation et la mobilisation des populations pour faire face à la crise que traverse le Burkina Faso. Et à ses directeurs régionaux et provinciaux, il est donc attendu une synergie d'action pour relever tous les défis du département. Voilà. Les professionnels du 7e art à pied d'œuvre pour être au rendez-vous de la 28e édition du FESPACO peuvent aussi compter sur le soutien de leur ministre de tutelle. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est allé encourager certains d'entre eux sur leur site de création. Jean-Emmanuel Ouédraogo a alors visité les plateaux de tournage des films Katanga, Le Roi Soleil et la série télé No Blablabla. Visite commentée par Daouda Ouattara et Dramanso. Additif 8, premier. Le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo ordonne ici le clap d'une séquence de cette création de Issaka Sawadogo et François Bergeron. Acteurs et techniciens de cinéma sont en plein tournage d'une série télé burlesque. Une œuvre qui puise dans les débuts du cinéma pour faire ressortir son aspect comique. C'est de rattraper les engagements des premiers héros du burlesque comme Charlie Chaplin et Buster Keaton qui traitaient des sujets dramatiques comme les migrants, la condition des femmes, le travail des enfants, la guerre, en faisant des pirouettes de clown et avec beaucoup d'humour. C'est l'ambition de la série No Blabla, humblement, de réussir à aller dans cette direction-là. Cette visite du ministre sur les plateaux de tournage est aussi un encouragement aux comédiens et techniciens du film en tournage Katanga, Le Roi Soleil. Ici, c'est le décor et la promotion des langues nationales qui est mis en avant. Katanga, Et ce film est une adaptation d'un texte de Shakespeare qui s'appelle Macbeth. L'idée, c'est de montrer que nos langues nationales peuvent aussi soutenir des grands textes qui sont universels en quelque sorte. C'est un plaisir et un honneur pour nous de recevoir Monsieur le ministre sur notre plateau. Il a même fait un clap. C'est vraiment pour saluer ce que je pourrais appeler la résilience de nos hommes de culture, de nos hommes de cinéma, parce que vous n'ignorez pas le contexte dans lequel le pays se trouve. Mais on voit que malgré bien sûr cette situation de crise, nous avons des réalisateurs, des acteurs aujourd'hui qui continuent donc bien sûr de faire ce qu'ils savent faire le mieux, à savoir donc faire des films. Et c'est un film, comme le réalisateur l'a dit tantôt, qui est donc un film d'actualité, qui s'appuie également sur nos langues nationales. Ça, c'est un élément extrêmement important à saluer. Cette visite du ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo met aussi en lumière les acteurs Rasmané Ouédraogo et Prosper Compaoré, tous à l'œuvre à l'approche du FESPACO, la grande messe du cinéma africain et sa diaspora. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, lui, était hier dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Une prise de contact qui s'est transformée en une véritable réunion avec les acteurs qui n'ont pas manqué l'occasion de passer au peigne fin les défis auxquels le secteur privé burkinabé est confronté. Jérôme Tindano pour les détails. Standing ovation des acteurs du secteur privé pour le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Initialement rencontre de prise de contact, finalement, conclave pour scruter sans complaisance les mots et autres goulots d'étranglement, base de la morosité des affaires. Le secteur privé, l'un des piliers soutenant l'édifice Faso, compte sur sa tutelle
pour assainir l'environnement des affaires au Burkina et rendre ainsi l'économie nationale prospère. Nous avons une grande satisfaction parce que nous avons rencontré un homme ouvert, un homme qui nous a écoutés, un homme qui nous a donné des débuts de solutions et nous sommes persuadés qu'avec cet homme-là, nous pourrons aller très loin. Notre secteur aujourd'hui est un secteur sinistré. L'exemple de l'hôtellerie et du secteur du tourisme est un exemple patent compte tenu de l'insécurité. Et l'ensemble de tous ces secteurs-là espèrent faire de la résilience et pouvoir sortir indemne de cette situation de crise sécuritaire que nous rencontrons. Nous avons pris l'engagement de revoir toutes ces difficultés énumérées dans la mesure de nos possibilités et porter haut, en tout cas les préoccupations exprimées ici, pour qu'au niveau du gouvernement, on puisse prendre les mesures qui permettent donc le bon déroulement donc de tous les métiers divers ici, que batte chaque jour inlassablement le monde donc, des affaires, afin donc de créer de la richesse, créer des emplois, contribuer aux ressources donc, nationales de manière globale et les soutenir aussi à être des acteurs concurrentiels dans notre paysage régional et même au-delà à l'international. Le ministre Serge Poda, imprégné des difficultés de chaque sous-secteur de son département, proposition d'action à l'appui, entend bien rester dans cette dynamique de la concertation. Objectif, mettre les acteurs du privé au centre des actions à venir en vue de trouver des solutions consensuelles et durables à l'ensemble des préoccupations posées à cette rencontre d'échange initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et quelle peut être la contribution du numérique pour l'accès du plus grand nombre aux services financiers et produits d'assurance dans un contexte d'insécurité? C'est la volonté affichée par la Fédération des acteurs des systèmes financiers qui en font le menu de leur 3e journée de l'inclusion financière. Les acteurs sont convaincus que le numérique est une opportunité pour l'accès de 75% des populations adultes burkinabais aux services financiers. Explication de Konson Koulibaly et Dramandadia. 3e journée de l'inclusion financière. D'entrée de jeu, les statistiques des Burkinabés laissées en marge du système financier classique. Une inégalité plus criarde entre villes et campagnes, reconnaît le gouvernement. Chiffre à l'appui. 39% de la population adulte n'a accès à aucun service financier formel ou informel au niveau national. 46% de la population rurale est totalement exclue, contre 20% en milieu urbain selon les résultats de l'enquête Finscope de 2016. À travers le e-banking et le mobile money entre autres, la révolution numérique est la solution aux yeux de ces acteurs du système financier. Ils sont d'ailleurs convaincus que malgré le contexte sécuritaire difficile, il est encore possible de relever le défi de l'accès de 75% des populations adultes du Burkina aux services financiers en 2023. Un objectif à atteindre et consigné dans la stratégie nationale de l'inclusion financière. Surtout que nous sommes dans un contexte très spécifique d'insécurité aujourd'hui qui a vu en réalité certaines institutions fermées dans d'autres régions de notre pays. Nous avons estimé que le numérique pouvait être une solution pour en réalité donc un canal privilégié de distribution de nos produits. À cette 3e journée de l'inclusion financière, banquiers et assureurs enregistrent à leur côté des experts de la technologie du numérique pour ensemble réfléchir sur les outils nécessaires à la vulgarisation des services financiers et produits d'assurance et leur accès au Burkinabé. Première édition des Journées des métiers de l'ingénieur. L'activité est placée sous les signes de la contribution de l'ingénieur dans le développement du Burkina Faso. Une première édition ponctuée de conférences publiques, de visites d'ateliers et découvertes de résultats de la recherche. L'école polytechnique de Ouagadougou a donc trouvé la formule pour faire connaître du grand public ses potentialités. Le film de l'ouverture avec Rasmani Zondi et Ahadi Sandamba. Un motoculteur qui fonctionne entièrement avec de l'énergie solaire. C'est la trouvaille des étudiants en génie mécanique de l'école polytechnique de Ouagadougou. Tout comme cet outil, c'est toute une gamme de résultats de la recherche dans plusieurs domaines d'activité qui est exposée ici au grand bonheur des visiteurs.
Nous sommes à la première édition des journées des métiers de l'ingénieur de conception. À travers ces journées, l'école polytechnique de Ouagadougou s'ouvre à la population et aux entreprises en vue de présenter ses potentialités. Il était temps de commencer à montrer aux yeux du public burkinabé international ce que l'État burkinabé fait pour la formation des ingénieurs et surtout pour leur impact pour le développement des entreprises, pour faire connaître l'école polytechnique, les potentialités et ce que l'État burkinabé a mis en place pour pouvoir faciliter la formation, parce que comme vous savez, les compétences, les ressources humaines, quand elles sont formées sur place, ça va impacter plus le développement des industries que lorsqu'elles sont formées à l'étranger. Présentation de projets développés par les étudiants, exposés sur la recherche scientifique et de l'innovation et une soirée de récompense des meilleurs étudiants et enseignants vont meubler ces 3 jours des métiers de l'ingénieur de conception. Établissement public à caractère scientifique, culturel et technique, l'école polytechnique de Ouagadougou a ouvert ses portes en 2008. Elle accueille les meilleurs bacheliers des séries scientifiques et technologiques dans une dizaine de filières pour une durée de formation de 3 ans, assortie de 9 mois de stage pratique en entreprise. 3 sujets au menu de la revue de presse du jour: l'affaire 46 soldats ivoiriens, l'expulsion des 2 présumés espions français et le prélèvement de 1% sur les salaires pour soutenir l'effort de guerre au Burkina. Lecture croisée des journaux de Bienvenue Tansa. Après 3 jours de promotion et de valorisation des savoirs endogènes, la 2e édition de la foire au savoir des projets et programmes de développement prend ainsi fin. Une initiative des projets du portefeuille du Fonds international de développement agricole FIDA au Burkina Faso. Au terme des travaux d'exposition et de réflexion, des recommandations sont formulées à l'endroit du gouvernement des projets et programmes. Il a été recommandé au gouvernement de mettre plus de moyens dans la question de la capitalisation, parce qu'il a été constaté que c'est généralement vers la fin des projets qu'on décide de capitaliser. En ce moment, il y a beaucoup d'expériences, de démarches et de pratiques qui sont perdues. Il a été encore recommandé, ça c'est à l'attention des projets, qu'ils puissent mettre en place des unités dédiées à la capitalisation et que ces unités soient suffisamment capacitées et équipées pour pouvoir effectivement conduire la gestion des connaissances. Les 2 tutelles techniques et financières étaient là. Et chacun à son niveau a trouvé qu'il était pertinent et judicieux de doter le gouvernement d'une stratégie nationale de capitalisation et de gestion des savoirs. Donc c'est l'un des résultats de la présente édition. C'est également cette édition qui va permettre à ce qu'au plus haut niveau, que nous puissions aller vers une institutionnalisation de cette foire au savoir. À l'heure du bilan, c'est la satisfaction qui anime tant bien les exposants que les organisateurs. Et ce cadre de partage d'expériences et d'échanges a également été une opportunité d'affaires pour les acteurs du monde rural. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça nous aide beaucoup, nous les transformatrices, à évoluer. Il y a d'autres qui ont eu des partenaires, des nouveaux partenaires. Et entre nous-mêmes, on a échangé des contacts. Ça fait qu'on a découvert des emballages plus jolis et la transformation, vraiment ça va. De ce qui nous a été servi au niveau donc de la clôture, on peut se réjouir que cette fois-là s'est bien passée et que l'ensemble des participants va tirer profit de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait. Ils étaient environ 127 exposants à montrer leur savoir-faire au cours de cette foire. Une mobilisation qui augure de meilleures perspectives pour cette manifestation, foi de ses promoteurs. Vous venez de suivre plus tôt le compte-rendu de Dissa Traoré, Sidiki Milogo et Karim Sissé de la 2e édition de la foire au savoir des projets et programmes de développement qui a refermé ses portes du côté de Bobo-Dioulasso. Et ils étaient 127 acteurs à montrer leur savoir-faire à travers des expositions de produits agro-silvo
pastorale. Autre point dans ce 13h et toujours dans les hauts-bassins, l'élan de solidarité se poursuit, cette fois avec la délégation régionale consulaire des hauts-bassins qui a laissé parler son cœur envers les personnes déplacées internes. Le don est composé de 20 tonnes de riz et un chèque d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Hassan Gourabou, Sidiki Milogo et Ismaël Satunepari. Prise en charge des personnes déplacées internes de la région des Hauts-Bassins, la délégation consulaire régionale de l'Ouest laisse parler son cœur. Une solidarité traduite ici par cette remise de 20 tonnes de riz et un chèque d'une valeur de 7 millions de francs CFA. C'est juste la solidarité au vu des nombreux déplacés internes dans notre région. Quand je dis notre région, c'est Orodara, Bobo et Oundé. La Chambre de commerce a jugé utile de les revenir en secours. Nous allons continuer à sensibiliser le monde économique afin de s'inscrire dans les dynamismes du gouvernement ou l'appel du président de la transition qui stipule que seule la solidarité nous amènerait au bout des difficultés dans lesquelles le pays est confronté aujourd'hui. Ce don vient à point nommé au dire des autorités régionales, des autorités qui rassurent les donateurs quant à une bonne répartition de ces dons. La valeur de la solidarité n'a pas de limite. Vous savez, la solidarité, ça peut empêcher une guerre. Au moment de la guerre, ça peut finir une guerre. Après la guerre, ça peut amener un bon vivre ensemble. Ces vivres que nous recevons ce soir permettront de soulager un tant soit peu ce PDI. Je ne saurais clore mon propos sans rassurer les donateurs ici présents que le Conseil régional ne ménagera aucun effort pour faire parvenir ces vivres aux personnes déplacées internes de la région. Et selon la clé de répartition, 5 tonnes sont destinées à la province d'Ituri, 5 autres au Kénédougou et 10 pour le Oué. Invite est faite à d'autres bonnes volontés de manifester leur solidarité. À présent, la revue de presse qui affiche 3 sujets à sa une. L'affaire 46 soldats ivoiriens, l'expulsion des 2 présumés espions français et le prélèvement de 1% sur les salaires pour soutenir l'effort de guerre au Burkina. Lecture croisée des journaux de Bienvenue Tansa. Prélèvement de 1% sur les salaires pour soutenir l'effort de guerre, l'unité d'action syndicale s'y oppose, signale le journal Le Quotidien. Dans sa déclaration hier à la presse, relayée également par le journal Aujourd'hui au Faso, l'UAS dit ne pas être prête à donner son aval pour la collecte de fonds à mettre à la disposition, je cite, d'une armée dont la gestion opaque des ressources est quotidiennement décriée, fin de citation. Selon l'Express du Faso, si l'UAS n'est pas d'accord, c'est parce qu'elle estime, comme de nombreux Burkinabés, que le gouvernement peut aller chercher et trouver l'argent ailleurs. Par exemple, en luttant efficacement contre la corruption ou en poursuivant tous ceux qui doivent à l'État. L'unité d'action syndicale ajoute ici qu'il y a suffisamment de mines d'or au Burkina pour financer l'effort de guerre. Expulsion de 2 présumés espions français du Burkina, à quoi joue la France, se demande l'Express du Faso. Selon cette annonce faite mercredi par l'AIB, c'est l'intérêt de ces 2 Français sur les activités des forces de défense et de sécurité qui a permis de les identifier et de les expulser. Une annonce qui n'étonne pas le journal Le Quotidien car selon lui, depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il y a de la part des puissances étrangères des volontés manifestes de casser la dynamique actuelle du peuple burkinabé, de rompre avec les pratiques anciennes faites de domination politique et économique extérieure. Et face à une telle réalité qui semble irréversible, ce journal invite les autorités burkinabées à ouvrir l'œil et le bon, car elles n'auront pas de répit tant les coups bas, les infiltrations et autres tentatives de déstabilisation seront légion, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Affaire 46 soldats ivoiriens, aujourd'hui au Faso nous confie que les pourparlers ont repris entre Abidjan et Bamako et qu'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara a foulé le sol malien pour discuter des modalités de libération des soldats. Et selon certaines indiscrétions, le ministre togolais des Affaires étrangères a réussi à obtenir de Bamako une visite de la délégation aux 46 soldats à leur lieu de détention, ajoute ce journal. L'observateur Palga, qui a appris que le ministre togolais des Affaires étrangères est également attendu à Bamako, pense qu'une telle convergence des personnalités dans la capitale malienne est de bon augure. Peut-on affirmer sans se tromper que ces pourparlers qui s'annoncent pourraient être le dernier round des négociations qui feraient Bamako annoncer la libération des 46 soldats?
En tout cas, selon l'Obs, l'optimisme est de mise à Abidjan. Voilà, c'est la revue de presse qui referme ce 13h. Le rendez-vous avec nos confrères des langues nationales, c'est sous le coup de 14h. Merci de votre fidélité à la RTB.